Bienvenue dans l'un des endroits les plus mystérieux et inexplorés de la planète. Bien, qu'a-t-il donc de si spécial? Il n'y a là que quelques pics glacés et l'immense étendue neigeuse de l'Antarctique. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi un mystère à l'ampleur planétaire. Vous pouvez essayer tant que vous voudrez, vous ne découvrirez pas cette chaîne de montagnes inconnues, un territoire gigantesque et inexploré où aucun humain n'a jamais mis les pieds. Elle se cache en vérité sous une autre couche de montagnes. Un peu comme une poupée russe, mais à l'échelle d'un continent. Ces montagnes conservent les secrets de l'Antarctique. Et ils peuvent nous révéler des choses époustouflantes sur l'histoire de notre planète. Cet immense territoire porte le nom de chaîne Gamburtsev. La couche de glace qui se trouve au-dessus la préserve des phénomènes naturels et de l'action humaine. C'est comme une terre à l'intérieur d'une autre terre. Et elle cache bien plus que des montagnes. On y trouve des vallées, des collines et des plaines. Cette région est similaire aux Alpes, mais malheureusement, nous ne pouvons pas profiter de sa vue. Ces montagnes furent découvertes pour la première fois en 1958 à l'aide d'instruments sismologiques. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis. Pourtant, elles restent l'un des objets tectoniques les moins étudiés sur Terre. Pourquoi? À cause de la glace. Il y a énormément de glace. Qui sait, peut-être d'ancestraux artefacts inconnus, y sont-ils enfouis? Et pourquoi pas une ville secrète ou des vaisseaux spatiaux? C'est peu probable, bien sûr. Mais ce serait tout de même intéressant d'aller y jeter un œil. Imaginez des centaines ou même des milliers de kilomètres de terre restés inchangés pendant des centaines de millions d'années. Même si on n'y trouve pas de nouvelles espèces d'animaux ou les vestiges d'une ancienne civilisation, cet endroit a tout de même forcément une histoire. L'histoire de la formation des continents de notre planète. Et les scientifiques ont déjà compris une partie de cette histoire. Ces montagnes enfouies d'Antarctique étaient à l'origine des montagnes ordinaires, mais à la suite d'un événement d'une ampleur inédite, elles se sont simplement... Attendez une minute. Vous êtes-vous déjà demandé comment les chaînes de montagnes se forment? Nous les voyons dans la vie réelle, dans les films, sur Internet, nous les escaladons. Mais comment ont-elles vu le jour? Les montagnes n'ont pourtant pas toujours existé sous cette forme. Elles sont apparues à la suite d'une collision à grande échelle de plaques tectoniques. Deux énormes blocs super solides se déplacent l'un vers l'autre, puis s'écrasent, et boum! Des milliards de tonnes de croûte terrestre commencent à l'élever, à se mélanger et à former des reliefs et des gorges. Et le processus peut durer des millions d'années. Oui, c'est une catastrophe, mais une catastrophe extrêmement lente. Certaines plaques tectoniques sont à ce jour encore prises dans ce processus. Par exemple, l'Himalaya continue de croître, car les plaques indiennes et eurasiennes continuent de s'emboutir. Et ça a commencé il y a environ 50 millions d'années. La chaîne Gamburtsev sous la glace a vécu un événement similaire, seulement ça date d'il y a plus longtemps. Un article du journal Earth and Planetary Science Letters indique qu'elle est apparue lors de la formation du supercontinent Gondwana. Deux immenses morceaux de terre étaient séparés par un océan sans limite. Mais un jour, il y a environ 700 millions d'années, ils sont entrés en collision et ont formé le Gondwana. Ce supercontinent comprenait les territoires de l'Afrique moderne, de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de l'Inde et de l'Antarctique. Ces gigantesques morceaux se sont emboutis et ont libéré tout un flot de roches chaudes, partiellement en fusion. Et tout cela a grandi et grandi, formant des montagnes. La température de ces montagnes a augmenté, leur masse s'est accrue, et à un certain moment, le Gondwana est devenu instable. Le supercontinent a commencé à s'effondrer sous son propre poids. Les roches brûlantes sous la surface ont commencé à s'écouler latéralement à la suite d'un processus qui porte le nom d'étalement gravitationnel. Ce fut comme quand vous pressez un tube de dentifrice. Sauf que là, il s'agissait de milliards de tonnes de roches ardentes. Ces antiques montagnes d'Antarctique sont apparues précisément au cours de cet événement catastrophique. Vous venez de visionner la simulation d'événements planétaires qui se sont produits il y a des centaines de millions d'années. C'est bien sûr très intéressant, mais comment les scientifiques ont-ils pu tout reconstituer? Comment ont-ils pu savoir qu'une telle chose avait eu lieu? Si la chaîne Gamburtsev enfouie sous la glace est l'un des lieux les plus inexplorés au monde, comment les chercheurs ont-ils pu découvrir son origine? La réponse est simple. De minuscules particules de roche nous ont renseigné sur l'évolution du paysage de la planète. Il s'agit des zircons.
et les scientifiques les qualifient de véritables capsules temporelles. Ce minéral est très résistant face aux influences mécaniques et chimiques. Il est difficile à écraser. Il n'est pas affecté par l'érosion, et il ne se dissout pas dans l'eau. Et il contient de l'uranium. Cet élément chimique indique l'âge de la roche aux scientifiques. En effet, l'uranium se décompose toujours en plomb à un taux constant. Les chercheurs peuvent donc examiner les quantités d'uranium et de plomb et déterminer l'âge des minéraux avec une grande précision. Si cela vous semble un peu compliqué, voici un exemple simple. Imaginez que chaque chaîne de montagne soit une horloge qui se met à compter le temps à partir du moment de sa formation, c'est-à-dire après la collision des plaques tectoniques. Après la formation de la roche, l'uranium commence sa lente désintégration. Plus le temps passe, plus l'uranium se transforme en plomb. Le taux de cette désintégration est toujours le même. Cette désintégration peut durer des milliards d'années. Moins il y a d'uranium dans les zircons, et plus il y a de plomb, plus la roche est ancienne. Voilà comment ça se passe en pratique. Les géologues prélèvent plusieurs échantillons de roches. Dans un laboratoire, ils les broient pour extraire des zircons cristallins. Les géologues dissolvent ensuite les particules dans de l'acide pour séparer l'uranium du plomb. Puis, ils utilisent un appareil spécial, un spectromètre de masse qui accélère les atomes et les trie. C'est un processus assez compliqué, mais en fin de compte, cet appareil renseigne les scientifiques sur la quantité d'uranium et de plomb. Ils examinent leurs quantités respectives et déterminent l'âge de la roche. Les géologues ont prélevé des zircons dans du grès près de la chaîne Gamburtsev, ont étudié leurs particules, ont observé leur niveau d'uranium et ont calculé la chronologie de la formation des montagnes. Ensuite, ils ont comparé ces données avec l'histoire de notre planète et ont pu savoir que les montagnes enfouies d'Antarctique sont apparues pendant la formation du supercontinent Gondwana. Mais comment ont-ils découvert que ce supercontinent incluait l'Australie, l'Inde et l'Afrique? Le zirconium provenant de ces roches antarctiques s'est avéré très similaire au zirconium de ces pays. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, ces trois continents étaient réunis. Ainsi, la chaîne Gamburtsev a commencé à se former il y a environ 650 millions d'années. Il y a environ 580 millions d'années, elle a atteint la hauteur de l'Himalaya. Et 80 millions d'années plus tard, la croûte terrestre est entrée en fusion. Et tandis que la plupart des chaînes de montagnes sur la planète changeaient et s'effondraient, la chaîne Gamburtsev est restée intacte sous la glace. L'eau, le sol, le vent, les tremblements de terre, la gravité et d'autres forces naturelles détruisent les chaînes de montagnes. Ce processus est appelé érosion. Mais les montagnes ensevelies en Antarctique n'ont rien connu de tel. Les basses températures et la calotte glaciaire qui les entoure les ont préservées. C'est l'une des chaînes de montagnes anciennes les mieux conservées de la planète. Très bien, mais pourquoi explorer ces montagnes? Quelle différence cela nous fait-il que le supercontinent Gondwana se soit un jour effondré? Il est possible que des plantes, des corps gelés d'insectes ou des bactéries anciennes aient été préservés sous d'épaisses couches de glace. Et pourquoi pas des animaux anciens? De nombreuses espèces pourraient avoir vécu sur le Gondwana. Étudier ces anciennes montagnes antarctiques peut nous montrer à quoi ressemblait notre planète il y a environ un demi-milliard d'années. Quand l'Antarctique était un continent vert, quelles créatures y vivaient? Qu'est-il arrivé à ces formes de vie? Est-il possible de ressusciter ces animaux anciens après tant d'années? Si les scientifiques ont réussi à calculer la date de l'apparition du supercontinent en utilisant de minuscules particules, alors imaginez ce qu'ils pourraient découvrir en examinant cette chaîne de montagnes cachée. Tout cela semble très intéressant, mais il y a un problème. Pour extraire un petit morceau de ce monde inconnu, il vous faudrait percer au travers d'immenses couches de glace. Il vous faudrait acheminer des équipements extrêmement lourds vers l'un des continents les plus inaccessibles au monde, construire des stations, obtenir une source d'énergie et mener des recherches à grande échelle. Et cela serait incroyablement coûteux. Par conséquent, ce territoire caché restera probablement un mystère pendant encore longtemps. Espérons juste qu'un milliardaire voudra un jour découvrir les secrets de l'Antarctique et y organiser une expédition de grande envergure. Une immense étendue de neige immaculée, des vents mordants, des paysages sans vie et d'étranges signaux inquiétants semblant surgir des profondeurs de la Terre. Ces impulsions radio apparaissent en Antarctique et nul ne parvient à déterminer ce qu'elles sont ni d'où elles proviennent. En réalité, les scientifiques conduisent une expérience baptisée Anita.
acronyme de Antarctic Impulsive Transient Antenna. Il s'agit d'un ensemble de détecteurs solidement fixés à d'immenses ballons, lesquels dérivent à très haute altitude au-dessus du pôle sud. Leur mission consiste à repérer des neutrinos d'énergie extrêmement élevée, précisément lorsqu'ils heurtent la glace, et génèrent une brève mais intense émission d'ondes radio. Les neutrinos sont de minuscules particules, presque dépourvues de masse et totalement privées de charge électrique. Ils sont omniprésents. Des milliards d'entre eux traversent votre corps chaque seconde, y compris pendant que vous regardez cette vidéo. Leur origine est variée. Ils proviennent du Soleil, d'étoiles en pleine explosion, des profondeurs de l'espace, et même du sol sous vos pieds. Le Soleil en émet en continu lorsqu'il transforme l'hydrogène en hélium. Les étoiles mourantes libèrent, lors des supernovae, d'énormes bouffées de neutrinos. Lorsque des rayons cosmiques très énergétiques frappent l'atmosphère terrestre, ils produisent également de nouveaux neutrinos qui retombent ensuite vers la surface. Certains naissent même de la désintégration de matériaux radioactifs au cœur de la Terre. Les plus anciens d'entre eux parcourent l'univers depuis le Big Bang. Pourtant, ils restent presque indétectables, car ils interagissent très rarement avec la matière. C'est pour cette raison que les scientifiques ont recours à des dispositifs aussi spectaculaires qu'ANITA, afin d'espérer en intercepter ne serait-ce que quelques-uns. Mais revenons à ce jour fatidique où tout a changé. Normalement, les signaux radio produits par les neutrinos rebondissent sur la glace et se propagent vers le haut, exactement là où ANITA peut les détecter. C'est précisément l'objectif de l'expérience. Étudier les neutrinos afin d'en apprendre davantage sur des événements cosmiques lointains, comme les supernovae ou des phénomènes se produisant à des années-lumière. Pourtant, un événement profondément étrange s'est alors produit. Les détecteurs ont enregistré des ondes radio qui ne rebondissaient pas sur la glace. Elles semblaient provenir de sous l'horizon, comme si elles émergeaient des profondeurs. Or, cela ne devrait tout simplement pas être possible. Selon les lois connues de la physique, un signal ne peut pas remonter à travers de la roche et de la glace solide. L'une des chercheuses, Stephanie Wiesel de Penn State, a également indiqué que ces ondes radio arrivaient selon des angles extrêmement abrupts, proches de 30 degrés sous la surface. La seule manière d'expliquer cela serait que le signal ait traversé des milliers de kilomètres de roches solides avant d'atteindre le détecteur. Mais dans ce cas, la roche aurait dû l'absorber entièrement. Quelque chose ne concordait donc pas. L'équipe a effectué l'ensemble des calculs possibles, sans obtenir de réponse claire. Pour les chercheurs, le problème restait néanmoins intéressant, puisqu'ils ignoraient toujours la nature exacte de ces anomalies. Ce qu'ils savaient en revanche, c'est qu'il ne s'agissait probablement pas de neutrinos. En effet, lorsqu'un neutrino est détecté, cela signifie qu'il a parcouru une distance prodigieuse sans interagir avec quoi que ce soit, peut-être depuis la limite de l'univers observable. Or, ce qu'ANITA a détecté ne se comporte pas comme un phénomène déjà observé par les scientifiques. Cela pourrait indiquer l'existence d'un type de particule entièrement nouveau, ou bien révéler un processus encore incompris. Les résultats ont été publiés dans Physical Review Letters, mais le mystère demeure entier. Personne ne sait réellement ce qui se passe sous la glace antarctique, sinon qu'un phénomène semble s'y manifester en ne respectant pas les règles établies. Si les scientifiques parviennent effectivement à détecter et à localiser l'origine de ces particules ultra rapides, ils pourront en apprendre énormément sur l'univers, bien plus que ce que même les plus grands et les plus coûteux télescopes permettent. Voyez-vous, les neutrinos traversent pratiquement l'espace à la vitesse de la lumière, effleurant à peine la matière. Ils peuvent ainsi transporter des informations intactes sur des événements survenus à des millions, voire des milliards d'années-lumière. C'est pourquoi Wiesel et de nombreux chercheurs à travers le monde construisent ces détecteurs d'une sensibilité exceptionnelle pour capter les signaux des neutrinos. Même les plus faibles sont essentiels, car un minuscule sursaut de données peut renfermer un véritable trésor d'informations. Les scientifiques conçoivent donc des installations, tant en Antarctique qu'en Amérique du Sud, pour détecter ces particules rares. ANITA est l'un de ces détecteurs, et l'Antarctique s'avère l'endroit idéal. Quasi aucun bruit radio, aucune ville, aucun trafic, ni interférences aléatoires. Le dispositif est en réalité fascinant. Il fixe un groupe d'antennes radio à un ballon géant, l'envoie à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude et le laisse flotter au-dessus des étendues infinies de glace éclatante. De là-haut, il pointe vers le bas, à l'écoute des signaux faibles provenant des profondeurs de la glace. Lorsqu'un de ces neutrinos extrêmement rares, un neutrino tawique, frappe la glace, il engendre une autre particule, le lepton tau. Ce dernier s'échappe ensuite de la glace,
et commence à se désintégrer, perdant de l'énergie et se fragmentant. Cette désintégration produit ce que l'on appelle une gerbe atmosphérique, comparable à une pluie d'étincelles invisibles dans l'air. Si nous pouvions voir ces cascades, elles ressembleraient à quelqu'un agitant un feu de Bengale dans l'obscurité, laissant derrière lui des traînées lumineuses. En analysant la direction et la configuration de ces signaux, ceux émanant de la glace, gerbe de glace, et ceux se produisant dans l'air, gerbe atmosphérique, les chercheurs peuvent déterminer la provenance de la particule initiale. En général, c'est extrêmement précis, un peu comme faire rebondir une balle sur le sol. On peut anticiper sa trajectoire. Mais ces nouveaux signaux étranges ne se comportent pas comme prévu. Les angles sont totalement incohérents, bien plus raides que tout ce que les modèles sont capables d'expliquer. L'équipe a donc approfondi son enquête. Tout d'abord, elle a étudié l'intégralité des données issues des multiples vols en ballon d'Anita. Puis, elle les a confrontées à d'innombrables simulations informatiques de rayons cosmiques et de neutrinos, en filtrant tout le bruit de fond habituel. Les résultats ont même été recoupés avec d'autres expériences, comme le détecteur IceCube, également installé en Antarctique, et l'observatoire Pierre Auger, en Argentine. L'objectif était de vérifier si d'autres avaient détecté des gerbes atmosphériques ascendantes similaires. Et devinez quoi? Les événements ont pris une tournure encore plus étrange. Les chercheurs n'ont rien trouvé. Aucun autre détecteur n'avait enregistré quoi que ce soit de susceptible d'expliquer ce qu'Anita avait observé. C'est pourquoi ils ont fini par qualifier l'ensemble de la situation d'anomalie. Cela signifie essentiellement, oui, nous ignorons ce que c'est, mais cela ne se comporte assurément pas comme un neutrino. Wissel a précisé que les signaux ne s'inséraient pas dans le schéma habituel du comportement attendu des particules. Certains ont avancé des hypothèses, peut-être une nouvelle forme de physique, ou un indice de la matière noire. La matière noire est essentiellement cette substance invisible qui empêche l'univers de s'effondrer. Elle est présente partout, nous ne pouvons simplement pas l'apercevoir. Les savants tentent de percer son mystère depuis près d'un siècle, et elle demeure l'une des plus grandes énigmes de la physique. Tout ce que nous observons, comme les étoiles, les planètes, les humains ou même les chiens, ne représente qu'environ 5% de l'univers. La matière noire constitue environ 27%. Le reste étant une entité encore plus énigmatique appelée énergie noire. Les chercheurs estiment que la matière noire confère aux galaxies leur structure et maintient l'ensemble de l'univers comme une sorte de colle cosmique. Sans elle, l'univers serait radicalement différent. Il serait absolument fascinant de confirmer la validité de cette théorie. Toutefois, puisque IceCube et Auger n'ont pas détecté les mêmes phénomènes, les hypothèses possibles restent fortement limitées. L'université de Penn State est active dans le domaine de la détection des neutrinos depuis près d'une décennie, construisant des détecteurs et analysant toutes sortes de signaux cosmiques. L'équipe travaille déjà sur leur prochain projet majeur, un détecteur entièrement nouveau, nommé PUO. Il sera plus vaste, plus sensible et nettement plus efficace pour repérer les signaux de ces neutrinos insaisissables. Pour l'heure, ce mystère cosmique persiste et maintient les scientifiques en haleine. Cependant, l'équipe reste optimiste. Une fois PUO et ses capteurs opérationnels, si d'autres anomalies existent, elles seront cette fois détectées. Peut-être découvrirons-nous alors enfin des éponges en forme d'amphores, des méduses d'un autre monde, des vers segmentés hérissés de soie, ainsi que d'imposantes pieuvres figurent parmi les plus récentes découvertes en Antarctique. Ces créatures ont été observées suite au détachement d'un immense iceberg, révélant sous la glace un véritable trésor de vie ancienne. En janvier 2025, un immense bloc de glace baptisé A84, aussi vaste que la ville de Chicago, s'est détaché de la plateforme de glace de George VI, une étendue glacée longue de 450 km, large de 19 à 69 km, et épaisse d'environ 250 mètres. Durant l'été austral, de novembre à fin février, la fonte de surface y donne naissance à de longs lacs sinueux appelés lacs glaciaires rubaniformes, dont le nom reflète la forme étirée. Lorsque l'iceberg s'est éloigné, il a mis à nu une portion du fond marin jusqu'alors jamais observée. Le navire de recherche Falkor, II, naviguait à proximité, dans la mer de Bellingshausen. Informés du détachement, les scientifiques ont aussitôt modifié leur programme, conscients de l'opportunité rarissime qui s'offrait à eux. Explorer un lieu vierge et insoupçonné, comme si l'on soulevait une pierre dans une forêt pour découvrir la vie dissimulée en dessous.
Les chercheurs ont mobilisé un robot sous-marin nommé Subastian pour sonder les abysses durant 8 jours. Ils ont atteint des profondeurs dépassant les 1280 mètres. C'est là qu'ils ont mis au jour un écosystème insoupçonné, d'imposants coraux et de vastes éponges, littéralement peuplés d'organismes marins, un monde tapi sous les glaces. Les chercheurs s'attendaient à détecter quelques formes de vie, mais furent stupéfaits par leur abondance. Ces créatures sous-marines anciennes ne se contentaient pas de survivre. Elles prospéraient depuis des siècles dans ce milieu extrême. Anémones semblables à de petits arbres cotonneux, araignées de mer, poissons des glaces, pieuvres. L'expédition fut retransmise en direct à des scientifiques du monde entier. Et ces vidéos sont désormais accessibles librement. Certaines des créatures découvertes semblent appartenir à des espèces nouvelles, ce qui est particulièrement fascinant. En 2025, il est fort probable que l'Antarctique abrite encore des espèces inconnues, dont certaines pourraient être endémiques à cette région. Cette singularité s'explique par l'isolement extrême du continent, séparé du reste du monde depuis des millions d'années par le courant circumpolaire antarctique, comparable à de vastes douves encerclant un château fort. Même si ces espèces ne s'avéraient pas inédites, les chercheurs ont tout de même identifié des escargots, des vers polychètes munis de soie, de minuscules crabes et autres crevettes, ainsi qu'une rare variété de méduses fantômes, dont l'apparence évoque un monde étranger. Leur nom scientifique, Stygiomedusa gigantea, étant par trop complexe, on l'appellera simplement méduse fantôme géante. Cette dernière est d'une taille impressionnante. Son ombrelle, cette partie ronde en forme de cloche, peut excéder 1 mètre de diamètre. Elle possède également 4 bras traînants, dont chacun peut atteindre 10 mètres, soit la longueur approximative d'un autobus scolaire. Bien que le tout premier spécimen ait été capturé dès 1899, il fallut attendre 60 ans pour reconnaître en cette créature une espèce totalement distincte. La méduse fantôme présente un corps translucide aux reflets violacés, lui conférant une allure spectrale. À la place des tentacules traditionnels, elle possède de longs bras rubanés qui lui permettent d'attraper ses proies et de les acheminer vers sa bouche, située en son centre. Bien que dépourvues de cerveau, ces méduses ont étonné les chercheurs par leur comportement. La méduse fantôme géante semblait mouvoir ses bras avec lenteur et précision, surtout lorsqu'elle traversait d'étroits passages sur le fond marin. Elle paraissait agir avec prudence, de manière presque intentionnelle. Une telle attitude intrigue. Aurait-on affaire à une créature dotée d'une forme de sensibilité? Voilà de quoi susciter le malaise. Les méduses disposent d'un réseau nerveux rudimentaire, mais pas d'un véritable cerveau. Pourtant, les mouvements fluides et contrôlés de la méduse fantôme ont amené les scientifiques à penser qu'elle pourrait être plus intelligente, voire mieux coordonnée que les espèces connues. L'étudier permettrait de mieux comprendre comment des êtres dénués de cerveau peuvent malgré tout explorer, réagir et s'adapter à des environnements aquatiques complexes. Lors de l'exploration des profondeurs antarctiques, l'équipe a fait la rencontre de petites créatures fascinantes appelées polychètes. De nombreuses espèces variées de ces vers évoluent dans les zones extrêmement froides et profondes de l'océan. Leur corps segmenté est orné de minuscules soies disposées le long de leurs flancs, qui leur servent à se déplacer, à percevoir leur environnement et même à se défendre contre les dangers. Un exemple remarquable est l'Eulagiska gigantea, qui habite les eaux glaciales et abyssales, et dont les soies dorées étincelantes lui confèrent une allure particulièrement élégante. Durant leur expédition sous-marine, les chercheurs ont également découvert d'impressionnantes éponges aux formes évoquant de grands vases. Ces organismes, dont la croissance est notoirement lente, doivent leur gigantisme à une présence continue sur place, s'étalant sur plusieurs siècles, voire davantage. La taille considérable de ces éponges révèle que la faune environnante ne s'est pas installée récemment, mais qu'elle forme, depuis des décennies, des communautés marines pérennes et prospères, dissimulées sous la glace, attestant d'une vie ancienne et résistante à l'âpreté du milieu. Cette découverte a beaucoup surpris les scientifiques. Dans les études précédentes, ils faisaient descendre des caméras par des trous dans la glace ou exploraient des zones d'iceberg longtemps après leur détachement. Et ne voyaient qu'un fond marin nu, presque vide. Mais cette fois-ci, arrivé quelques semaines seulement après le détachement de l'énorme iceberg, l'équipe a découvert ce qui se cachait juste en dessous. Les 14 premiers kilomètres derrière la barrière de glace abritent des écosystèmes riches et animés.
Ce milieu sombre, froid et depuis longtemps isolé accueille pourtant de multiples créatures. Cela prouve que la vie peut survivre dans des lieux que l'on croirait bien trop hostiles ou gelés. En revanche, la présence de cette vie sous la glace ne surprend guère. De nombreux animaux vivent en effet dans des environnements sous-marins, sombres et froids. Il est donc naturel qu'ils habitent également sous cette plateforme glaciaire. La glace les dissimule et les protège des perturbations de surface. Ce qui étonne davantage, c'est la diversité des espèces présentes, malgré l'isolement ancien de ce lieu. Ce milieu ressemble en réalité beaucoup au fond marin des régions antarctiques dépourvues de glace. Comment cela peut-il s'expliquer? Habituellement, de minuscules plantes, les phytoplanctons, prolifèrent près de la surface où la lumière solaire pénètre, fournissant la base de la chaîne alimentaire. De petits crustacés formant le krill se nourrissent de ces plantes la nuit avant de plonger pour acheminer nourriture et nutriments au fond marin. Même leurs déchets participent à l'alimentation de la vie abyssale. Or, la présence d'une calotte glaciaire massive bloque la lumière, empêchant la croissance végétale et la descente du krill. Les scientifiques supposaient alors que la vie y serait moindre. Pourtant, ils y ont découvert une abondance surprenante d'organismes. Il semblerait que la nourriture et les nutriments parviennent à s'infiltrer sous la glace, acheminés par des courants sous-marins semblables à des rivières qui coulent sous l'océan. Les chercheurs ont observé des espèces animales particulièrement âgées, ce qui donne à penser que ces courants, issus pour l'essentiel de la fonte des glaciers, assurent un apport suffisant pour maintenir un écosystème équilibré et dynamique. Personne ne peut prédire avec certitude le sort de cette vie abyssale à présent que l'iceberg s'est éloigné. Ces organismes ont vécu sous une couche épaisse et stable de glace pendant une période indéterminée, dans des conditions d'obscurité totale et d'immobilité. Il est évident qu'ils ne sont guère enclins au changement. La disparition de ce toit glacé pourrait dès lors bouleverser profondément leur environnement. L'un des chercheurs a rappelé que la plateforme glaciaire à l'origine de l'iceberg avait reculé d'environ 40 km en un demi-siècle. Ce retrait s'inscrit dans un phénomène plus large. L'Antarctique fond à un rythme croissant, ce qui contribue à l'élévation du niveau des mers à l'échelle planétaire. C'est ce qui confère à cette découverte son importance capitale. L'équipe cherche à comprendre non seulement ce qui se passe à l'instant présent, mais aussi comment cet écosystème dissimulé s'inscrit dans un cadre plus vaste. En étudiant son évolution sur plusieurs décennies, voire davantage, nous pourrions peut-être anticiper ce qui nous attend. N'est-il pas remarquable que la rupture d'une masse de glace puisse livrer de telles révélations? Des chercheurs viennent d'identifier en Antarctique un lac capable de bouleverser notre compréhension de la vie terrestre. Après avoir foré une épaisse couche de glace, ils ont mis au jour de l'eau demeurée liquide, là où tout devrait être figé. Et, dans cette obscurité totale, des organismes vivants qui prospèrent depuis des temps immémoriaux. L'histoire débute lors d'une mission qui ajouta un site essentiel à la cartographie de l'Antarctique. Entre novembre 2019 et janvier 2020, une équipe progressant dans l'immensité gelée atteignit la zone nommée Lac Enigma. Ils pensaient fouler une vaste plaque de glace, mais leurs instruments révélèrent autre chose. Ils utilisèrent alors un dispositif de forage puissant, sondèrent patiemment couche après couche et détectèrent plus de 12 mètres d'eau liquide retenue sous la surface. Cherchant d'abord de la roche, ils découvrirent finalement, sous cette glace, un monde insoupçonné à l'endroit même où ils s'y attendèrent le moins. Les scientifiques, stupéfaits, ne se sont pas arrêtés à cette révélation et ont voulu déterminer l'origine de cette eau inattendue. Dans cette portion de l'Antarctique, où s'imposent un froid implacable, des précipitations dérisoires, des vents d'une brutalité constante et une évaporation solaire intense, l'existence même d'un lac demeure presque inconcevable. Toute eau douce aurait dû disparaître depuis longtemps. Il fallait donc qu'une source continue réalimente ce lac subglaciaire. En étudiant la composition chimique des sels et des matières dissoutes, les chercheurs ont décelé des indices concordants. Tout suggérait que le glacier amorphe voisin alimentait silencieusement le lac par un réseau souterrain insoupçonné jusqu'alors. Ainsi se révèle une découverte extraordinaire en Antarctique, dissimulée sous la glace et alimentée non par la pluie ou la fonte superficielle, mais par un flux souterrain qui parcourt silencieusement la planète. C'est grâce à cette alimentation secrète que, lorsque l'équipe a foré davantage, elle n'a pas seulement mis au jour de l'eau. Elle a dévoilé un écosystème enfoui, une forme de vie là où aucune n'était censée subsister. Et par vie, il ne s'agit pas d'être capable de nous saluer,
mais de créatures minuscules, de structures infimes, de communautés microbiennes qui ont évolué dans un isolement absolu, protégées par l'épaisse chape de glace et confinées à leur refuge caché. Elles recouvrent le lit du lac de tapis microbiens complexes, non pas de simples amas d'algues, mais des formations structurées, comparables à des moquettes vivantes. Certaines s'étendent en voiles minces et hérissées, d'autres forment des couches épaisses et froissées, voire des structures arboriformes, atteignant une quarantaine de centimètres. Ces architectures, semblables à des images de science-fiction sur la vie de mondes lointains, ne sont pas de simples fragments d'ADN errant dans l'eau. Elles prospèrent, s'assemblent, se superposent et se transforment au fil du temps. Le fond du lac apparaît ainsi, tel le sol d'une forêt obscure, glaciale et éternellement ensevelie. Si la vie parvient réellement à s'épanouir sous 13 mètres de glace dans une quasi-obscurité, il devient clair que notre conception des lieux où elle peut exister doit être réexaminée. Nous ignorons également ce qui pourrait survenir si nous perturbions cet écosystème dissimulé. Que se passerait-il si nous y introduisions machines, présence humaine, ou même notre simple respiration? Ces microbes ont vécu dans un isolement total durant des millénaires, peut-être des millions d'années, sans contact avec le monde extérieur. Une intrusion pourrait les exposer à des organismes inconnus et compromettre leur survie. Alors que nous progressons dans ce domaine encore inexploré, la prudence s'impose. L'Antarctique constitue en effet un vaste recueil des secrets de l'évolution et de la survie, un ouvrage qu'il convient d'aborder avec soin. Ce continent continue de surprendre. Dans ces zones reculées apparaissent des créatures jamais observées, qu'il s'agisse d'animaux marins, aux formes étranges ou d'insectes adaptés au froid dont nul ne soupçonnait l'existence. Par exemple, les scientifiques ont observé une anémone de mer affectionnant la glace, suspendue à l'envers sous la plateforme glaciaire de Ross. Elle évoque une fleur fragile fixée au plafond, déployant ses tentacules dans une eau d'une froideur presque sentimentale. En dirigeant un robot sous la glace, les chercheurs ont mis au jour une espèce entièrement nouvelle. À cela s'ajoute une autre découverte remarquable. L'étoile à plumes fraises de l'Antarctique, un pompon flottant pourvu de 20 bras, dont le corps arbore une apparence évoquant, vous l'avez deviné, celle d'une fraise. Oh, et fait surprenant, l'Antarctique abrite également une immense nurserie de poissons, là où personne n'aurait songé à en trouver une, et même la plus vaste répertoriée sur Terre. Des chercheurs exploraient le fond marin de la mer de Weddell à l'aide de caméras qu'ils remorquaient pour en établir la cartographie lorsqu'ils ont aperçu des milliers, puis des millions de cuvettes identiques creusées dans le sédiment. Ces nids s'étendaient sur 240 km², formant un ensemble de 60 millions de structures, espacées de quelques dizaines de centimètres chacune. Tous appartiennent aux poissons des glaces Neopagetopsis iona, une espèce dite à sang blanc, dépourvue d'hémoglobine, la substance qui rend le sang rouge, mais néanmoins capable de survivre dans des eaux d'une froideur extrême. Dans chaque nid, un parent veillait sur quelques 1700 œufs. Les phoques de Weddell se nourrissant volontiers de ces poissons, cette vaste zone joue à la fois le rôle de nurserie et de véritable banquet pour les prédateurs alentours. Les poissons des glaces eux-mêmes dépendent d'un afflux d'eau plus chaude qui remonte des nutriments et du zooplancton microscopique. Il est remarquable que la colonie présente un bord net, une véritable ligne dans le sable, correspondant précisément au contour externe de cet afflux chaud, comme si l'évolution avait façonné un dispositif parfaitement ajusté. Une autre découverte en Antarctique, ayant profondément surpris les scientifiques, ne concernait ni un poisson remarquable, ni un os de dinosaure, mais quelque chose de probablement bien plus significatif pour la science, des bulles, de minuscules bulles anciennes, piégées à l'intérieur de ce qui pourrait être la glace la plus ancienne jamais extraite, âgée d'environ 1,2 million d'années. Avant cette trouvaille, les chercheurs possédaient des archives climatiques couvrant 800 000 ans, mais aspiraient à remonter plus loin dans le passé. Ils ont donc passé de nombreuses années à localiser l'endroit parfait où la glace pourrait livrer un récit continu. Certaines régions de l'Antarctique renferment des glaces de 3 à 4 millions d'années, mais elles demeurent fragmentaires, insuffisantes pour un enregistrement ininterrompu. En forant enfin au site adéquat, ils découvrirent des carottes de glace cristallines contenant des bulles ayant capturé l'atmosphère terrestre telle qu'elle était il y a plusieurs centaines de milliers d'années. En analysant cet air ancien, les scientifiques ne se contentent pas d'étudier les gaz. Ils peuvent identifier ce que respiraient nos lointains ancêtres, ce que la planète exhalait et comment se déroulaient
les cycles de vie et de climat bien avant nous. La période située autour de 900 000 ans, scellée dans cette glace, pourrait correspondre à l'une des phases les plus critiques pour l'humanité. Selon des études génétiques, la population humaine aurait alors chuté à environ 1300 individus sur l'ensemble du globe. La cause exacte demeure inconnue, mais le climat pourrait y avoir joué un rôle déterminant. Ces bulles anciennes pourraient ainsi détenir les indices permettant de comprendre comment nos ancêtres ont survécu à l'un des chapitres les plus rigoureux de l'histoire terrestre, et peut-être comment nous pourrions affronter le prochain, dans un monde où la planète répète, sous de nouvelles formes, des scénarios éprouvants dont l'Antarctique nous offre les leçons. Une leçon que nous pourrions apprendre à nos dépens concerne ce qui se trouve sous la glace de l'Antarctique. Les scientifiques ont récemment révélé qu'un phénomène loin d'être tranquille se prépare sous ce continent. Il pourrait y exister des volcans, attendant silencieusement leur moment. Oui, vous avez bien entendu, des volcans ardents et enflammés, dissimulés sous des kilomètres de glace. Les chercheurs ont utilisé des simulations informatiques et constaté que, lorsque certaines portions de glace fondent, la pression qui maintient ces volcans diminue. Et alors, ils pourraient contribuer à la fonte d'encore davantage de glace depuis le dessous. Il s'agit d'une boucle auto-entretenue de chaos. La glace fond, le volcan se réveille, puis la fonte continue. Même si l'action humaine sur le climat cessait demain, cette réaction pourrait se poursuivre, car il ne s'agit pas seulement de l'air, mais du feu caché sous la glace. Le plus inquiétant est que ce type de fonte pourrait provoquer une élévation du niveau. L'Antarctique, un monde figé dans un froid glacial de moins 43 degrés Celsius, recouvert de glace depuis des millions d'années. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Des scientifiques viennent de faire une découverte incroyable. Enfouies profondément sous le plancher océanique, de minuscules gouttes d'ambre dorée. Cela signifie qu'autrefois, l'Antarctique foisonnait de vie et était recouvert de vastes forêts. Toutefois, un événement est survenu. Un événement qui pourrait radicalement changer notre perception de l'avenir. Depuis des millions d'années, l'Antarctique est une terre balayée par des vents puissants, où aucune végétation ne parvient à croître. Mais des chercheurs ayant exploré cette région ont pris la décision de percer les profondeurs de la surface antarctique. Ils ont foré à plusieurs milliers de mètres sous la glace et en ont extrait des couches de sédiments anciens. C'est là, piégés dans le temps, qu'ils ont découvert ces fragments d'ambre. L'ambre, résine fossilisée provenant des arbres, se trouve sur tous les continents et renferme souvent des traces parfaitement préservées d'espèces disparues. Des insectes figés dans leur vol, du pollen congelé dans le temps. Ces gouttes dorées peuvent conserver d'anciens et minuscules écosystèmes. Sur tous les continents, mais pas en Antarctique jusqu'alors. La minuscule gouttelette découverte, mesurant entre 0,5 et 1 mm, aussi petite qu'un grain de sable, mais d'une importance capitale, s'était écoulée de l'écorce d'un arbre il y a environ 90 millions d'années. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que l'ambre ne se forme que dans certaines espèces d'arbres. Celles qui prospèrent dans les forêts tropicales humides et tempérées ou dans les jungles. C'est alors qu'une révélation s'est imposée. L'Antarctique était autrefois une forêt tropicale. Ces minuscules fragments d'ambre, visibles uniquement au microscope, nous racontent l'histoire vivante d'un écosystème florissant. Il y a environ 90 millions d'années, pendant la période du Crétacé, lorsque les dinosaures dominaient la Terre, l'Antarctique devait être recouvert de forêts denses et marécageuses, peuplées de conifères majestueux, de fougères et de plantes anciennes. Certains de ces fragments montraient des signes de dommages, indiquant que les arbres à l'origine de ces gouttes avaient été endommagés, probablement par des incendies ou des parasites. En dépit de tout cela, et malgré les millions d'années passées dans les fonds marins, cet ambre a étonnamment bien résisté. Il demeure solide, transparent, sans la moindre fissure. En règle générale, l'ambre, lorsqu'il est soumis à une pression intense et sous des températures extrêmes, se désintègre peu à peu. Mais ce fragment a survécu, ce qui laisse supposer que d'autres pourraient également avoir subsisté, et que d'autres découvertes pourraient émerger des profondeurs océaniques. Cela dit, cette découverte n'était pas le premier signe indiquant qu'autrefois, l'Antarctique n'était pas le monde gelé que nous connaissons aujourd'hui. En 2017, une équipe de chercheurs a percé profondément la surface du fond marin, à proximité du glacier de l'île du Pin, sur la côte ouest de l'Antarctique.
Ils ont ainsi extrait des carottes de sédiments enfouis depuis des millions d'années. Cette découverte fut stupéfiante. Dans ces couches de sédiments, les chercheurs ont mis à jour des racines fossilisées, du pollen, des spores. Autant de preuves qu'une ancienne forêt avait prospéré sur ces terres. Depuis cette découverte, l'équipe ne cesse d'analyser ces éléments, consacrant plusieurs années à décomposer les sédiments en milliers de fragments et à les examiner minutieusement sous des microscopes fluorescents, sans rien endommager. En 2020, cette même équipe a découvert un autre élément clé du puzzle. De nouveaux échantillons de sédiments prélevés dans les fonds marins ont mis en lumière un paysage constitué de forêts denses, de rivières et de zones humides, un environnement qui ressemblait davantage à celui du Nord-Ouest Pacifique ou de la Nouvelle-Zélande. Mais pourquoi l'Antarctique était-il si chaud à cette époque? La réponse réside dans l'atmosphère. Il y a 90 millions d'années, les niveaux de dioxyde de carbone étaient extrêmement élevés sur Terre. Cette période correspondait à l'un des moments les plus chauds de l'histoire de la planète, avec des températures atteignant même les pôles. Imaginez, l'Antarctique ne possédait aucune calotte glaciaire. Au lieu de cela, l'Antarctique aurait pu abriter des insectes bourdonnants, et peut-être même des dinosaures errants à travers ses forêts. Mais pour comprendre ce qui leur est arrivé, l'équipe doit encore découvrir davantage de preuves. L'Antarctique demeure un lieu empreint de mystère. Sa couverture neigeuse et glacée rend son étude difficile, au point que nous ignorons même sa véritable forme et ses dimensions. Certaines zones de la calotte glaciaire mesurent près de 5 km d'épaisseur, l'équivalent de la moitié de la profondeur de la fosse des Mariannes, la plus profonde fosse océanique de la planète. Heureusement, la neige possède une qualité remarquable. Elle parvient à figer le temps avec une parfaite précision. Couche après couche, année après année, elle ensevelit le passé naturel, agissant comme une capsule temporelle. Au début, la neige fraîche est légère et se déplace facilement au gré du vent, remplie d'air. Mais à mesure que les couches s'accumulent, elle se comprime, expulsant l'air et durcissant en une glace dense. Cette pression de congélation emprisonne tout à l'intérieur, conservant d'anciennes plantes, animaux et même des paysages entiers. Les éléments sont littéralement figés dans le temps, car ce froid extrême ralentit le processus de décomposition. Il stoppe la croissance des bactéries, empêchant ainsi la putréfaction et permet une préservation quasi parfaite pendant des milliers, voire des millions d'années. C'est précisément ce phénomène qui se produit en Antarctique. Les scientifiques doivent scruter cette neige en profondeur afin de découvrir à quoi ressemblait cet endroit il y a des millions d'années. Ce qu'ils ont mis à jour, un monde entier perdu, enfoui sous des kilomètres de glace. Cette découverte se situe sous les glaces les plus épaisses d'Antarctique orientale, près des bassins subglaciaires Aurora et Schmidt. Le poids de la glace, immense et constant pendant des millions d'années, a en réalité protégé la Terre de l'érosion. Les scientifiques surnomment cela le fantôme du paysage de l'Antarctique. Et ce n'est vraiment pas comme le désert plat et lisse qu'on voit d'en haut. Ils ont découvert des rivières qui autrefois coulaient librement, désormais figées sur place. Des vallées sculptées par l'eau. Même 3 énormes collines aux sommets acérés. Mais que s'est-il passé? Pour saisir cela, il faut remonter encore plus loin dans le temps, à l'époque où l'Antarctique faisait encore partie d'un supercontinent aujourd'hui disparu. Il y a des centaines de millions d'années, ce que nous appelons aujourd'hui l'Antarctique faisait partie du Gondwana, un supercontinent gigantesque qui comprenait l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique, tous fusionnés ensemble. Cependant, à mesure que les plaques tectoniques terrestres se sont lentement déplacées, le Gondwana s'est fragmenté. L'Antarctique a été déchiré, sa terre s'étirant et se fracturant. Les vastes calottes glaciaires qui se sont formées plus tard ont recouvert ces terres brisées, les préservant comme des fossiles gelés. Au fur et à mesure que la glace se déplaçait et fondait, des vallées ont émergé, et des rivières anciennes ont probablement acheminé l'eau vers une côte, qui était alors située à des centaines de kilomètres de sa position actuelle. Mais ce n'est pas tout ce que l'Antarctique recèle. Si vous enleviez la glace, vous ne découvririez pas un continent plat et désert. Vous verriez un paysage spectaculaire, des montagnes majestueuses, des vallées profondes et même des volcans en activité.
En Antarctique occidentale, au moins 138 volcans sont enfouis sous les glaces. L'un d'eux, le mont Erebus, est encore actif. Et à l'intérieur, il possède des grottes volcaniques suffisamment chaudes pour s'y promener en t-shirt. Ah, et si cela ne vous semblait pas déjà assez étrange, Erebus crache aussi de l'or. Oui, de véritables particules d'or provenant des profondeurs de la Terre. Les scientifiques estiment que cela se produit parce que le magma, cette roche surchauffée et semi-fondue sous la surface terrestre, achemine de l'or liquide en remontant. Chaque jour, Erebus libère environ 90 grammes d'or, ce qui équivaut à environ 6 000 € par jour. En une année, cela représente 29 kg, soit plus de 2 millions d'euros qui partent en fumée. Malheureusement, avant d'attraper nos pelles, il faut se rappeler que ce sont des particules microscopiques. Elles mesurent souvent moins de 60 micromètres, soit plus fines qu'un cheveu humain, sans compter qu'elles sont dispersées jusqu'à 1000 km du volcan. Les retrouver relève donc de l'impossible. Cela prouve simplement que, même dans un endroit aussi impitoyable que ce vaste désert blanc, de nombreux mystères fascinants attendent d'être dévoilés. Ainsi, malgré les conditions extrêmes, la vie y persiste encore. En 2017, des chercheurs ont foré profondément sous la glace de la barrière de Ross, pensant trouver de l'eau. Mais à leur grande surprise, ce qu'ils ont découvert était bien plus incroyable. Une rivière, cachée sous 500 mètres de glace, serpentant dans l'obscurité. Et à l'intérieur, des centaines de petites créatures ressemblant à des crevettes. Elles se sont précipitées autour de la caméra, obstruant l'objectif tout en accueillant les chercheurs. Au fond de ces cavernes gelées, des traces d'ADN ont révélé la présence de mousses, d'algues et peut-être même de minuscules créatures inconnues. Il semble donc que, même dans l'un des milieux les plus extrêmes de la planète, la vie parvienne toujours à s'adapter. Tout l'Internet est en effervescence à propos d'une découverte inhabituelle sur Google Maps en Antarctique. Au sud-est de la station Showa du Japon, quelqu'un a remarqué une porte géante se démarquant dans le paysage glacé. Certains l'appellent la maison de vacances de Bigfoot ou une navette de Star Trek. D'autres disent que c'est la porte d'un Boeing soufflé par le vent qui s'est d'une manière ou d'une autre retrouvé dans la neige. Les scientifiques ont une explication bien moins excitante. Il semble que ce que l'on appelle porte fait en réalité partie de la banquise rapide. Elle flotte près de la côte, où l'eau est peu profonde, et des îles sont disséminées tout autour. Ce lieu pourrait simplement être un iceberg qui s'est coincé et fond lentement là où il est. Vous pouvez voir d'autres icebergs à proximité dans la même zone. La glace s'écoulant autour d'un rocher solide sous-marin pourrait avoir formé un motif naturel. La glace est assez mince ici, et à cause des rochers en dessous, la glace forme des formes uniques. Les géologues ajoutent que la découverte mystérieuse n'est en fait qu'une crête rocheuse qui dépasse parce que le niveau de glace a diminué légèrement. Le sommet de celle-ci est la crête, et les côtés sont deux queues de neige, de longues traînées de neige façonnées par le vent. Ces queues de neige montrent la direction dans laquelle le vent souffle généralement dans cette zone. La précédente découverte mystérieuse sur Google Maps en Antarctique était une pyramide qui s'est avérée être une montagne. Vous pouvez facilement la trouver si vous faites défiler jusqu'aux monts Ellsworth. C'est la plus haute chaîne de montagnes en Antarctique, et elle s'étend sur presque 402 km. Ce n'est pas la première pyramide sur ce continent, car des explorateurs de l'expédition britannique en Antarctique, entre 1910 et 1913, ont découvert une autre montagne de forme inhabituelle et l'ont surnommée la pyramide. Mais celle-ci n'avait même pas une forme pyramidale, en fin de compte, donc non, il n'y a pas de pyramides en Antarctique, désolé de vous décevoir. En 2011, des scientifiques chiliens ont découvert un fossile étrange en Antarctique qui ressemblait à un ballon de football écrasé. Il a reçu le surnom de la chose parce qu'il ressemblait à quelque chose d'un film de science-fiction. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un œuf géant à coquille molle vieux d'environ 66 millions d'années. Il mesurait plus de 28 cm de long et 17 cm de large. Le seul œuf plus grand, jamais trouvé, était celui de l'oiseau éléphant de Madagascar, aujourd'hui disparu, qui mesurait 1,5 fois la taille de Michael Jordan, 2,9 mètres. L'œuf antarctique est également spécial, car c'est le premier œuf fossile jamais trouvé dans cette partie du monde. Donc, celui qui l'a laissé là devait être énorme, probablement un grand reptile marin qui vivait il y a longtemps, comme un mosasaure.
Cela est surprenant car la plupart des scientifiques pensaient que ces créatures ne pondaient même pas d'œufs. L'œuf est également unique car il a une coquille mince et sans pores, ce qui est totalement différent de la plupart des œufs de dinosaures. Les scientifiques ont fait beaucoup de recherches et étudié 259 types de reptiles vivants, comme les lézards et les serpents, et leurs œufs. À partir de cela, ils ont déterminé que la créature qui a pondu l'œuf mesurait probablement au moins 7 mètres de long, une fois et un cinquième la taille d'une girafe, sans compter sa queue. Pendant la période du Crétacé supérieur, de 100,5 millions d'années à 66 millions d'années, cette partie de l'Antarctique aurait pu servir de nurserie. Les paléontologues ont trouvé des os de petits mosasaures et plésiosaures dans la même région, ainsi que des os de ceux déjà adultes. Si vous avez déjà perdu votre pièce d'identité et que vous ne parvenez toujours pas à la retrouver, essayez de regarder sous la glace antarctique. Eh bien, du moins, cela a fonctionné pour un homme qui a retrouvé sa carte d'accès à la sécurité après 21 années. Rod Budd, un technicien étudiant la vie marine sur le fond marin antarctique, a repéré la carte alors qu'il plongeait dans un endroit appelé le Cap Evans. Rod a pensé qu'il pourrait s'agir d'une carte de crédit, alors il l'a mise dans sa poche et a continué de travailler. En regardant de plus près, il a réalisé qu'elle appartenait en fait à quelqu'un nommé David McCall. La carte est restée avec l'institut de recherche où travaillait Rod pendant 8 années supplémentaires, avant qu'il ne parvienne enfin à retrouver David. Il s'est avéré qu'il n'avait jamais été en Antarctique. En 2003, quelqu'un a cambriolé sa voiture à Wellington, en Nouvelle-Zélande, et ils ont jeté le contenu de sa mallette dans le port. Ainsi, la carte a parcouru plus de 3862 km en 13 ans. Il n'existe pas de courants océaniques qui se déplacent directement de Wellington au Cap Evans. Si la carte a traversé différents courants océaniques, le voyage aurait pris environ 1000 ans. Ainsi, elle s'est peut-être attachée à quelque chose d'autre qui pouvait flotter plus facilement, comme un morceau de débris ou une plante qui peut pousser sur des objets et les rendre flottants. Ou peut-être que la personne qui a pris la mallette de David était sur un bateau se rendant en Antarctique. Ou que la carte s'est d'une manière ou d'une autre collée au fond d'un bateau de recherche qui a fini par y aller. Au cas où vous voudriez voir probablement la découverte la plus cool de l'Antarctique, vous devez vous rendre à l'exposition universelle de 2025 à Osaka, Japon. Ils y exposeront une météorite de la taille d'un ballon de rugby qui vient de Mars. Une équipe de recherche japonaise l'a trouvée en Antarctique en l'an 2000. Ils croient qu'un impact massif d'astéroïdes a arraché la météorite de sa planète d'origine avant qu'elle ne traverse l'espace et n'atterrisse sur Terre. C'est l'une des plus grandes météorites martiennes jamais trouvées, pesant 12 kg. Les scientifiques ont étudié le gaz à l'intérieur de la roche pour confirmer qu'elle vient de Mars, et ils ont également trouvé des minéraux spéciaux à l'intérieur qui se forment en présence d'eau. Cela signifie que Mars avait probablement de l'eau il y a longtemps. Ainsi, l'étude de la roche peut nous aider à en savoir plus sur la possibilité que la vie ait existé sur la planète rouge. Une équipe d'experts en acoustique a découvert un énorme canyon sous-marin en Antarctique grâce au mauvais temps. Ils ont dû suspendre leur travail à la station de recherche Casey. Au lieu d'attendre, ils ont décidé d'utiliser ce temps libre inopiné pour cartographier le fond marin près du glacier Adams. Et c'est ainsi qu'ils ont découvert un canyon de près de 2133 mètres de profondeur, presque 9144 mètres de large, et qui s'étend sur plus de 45 km à partir du glacier. Le brise-glace sur lequel il se trouvait utilise un outil spécial appelé écho-sondeur multifaisceau. Il émet des ondes sonores en forme d'éventail sous le navire, puis écoute les échos pour créer une carte détaillée du fond océanique. Pendant la cartographie, ils ont découvert seulement une partie du canyon avant de devoir retourner à la station de recherche. Mais lorsque le mauvais temps est revenu, le navire est retourné et a cartographié encore plus de la zone. Ils travaillaient parmi des vagues allant jusqu'à 4 mètres de haut et des vents allant jusqu'à 50 nœuds, mais ils ont tout de même réussi à obtenir environ 15 heures de données pour compléter leur carte. Sur le chemin du retour vers l'Australie, ils se sont arrêtés une dernière fois pour combler les lacunes sur la carte. Cette technologie de cartographie avancée aide les scientifiques à en savoir plus sur l'histoire des glaciers et les interactions océaniques en Antarctique. Un scientifique parcourait des images satellites à la recherche de traces brunes des déjections de manchots et a découvert 4 nouvelles colonies de manchots empereurs en Antarctique. Cela signifie qu'il y a maintenant 66 colonies de reproduction pour cette espèce vulnérable. Ces nouvelles colonies existent probablement depuis des années, bien qu'elles soient pour la plupart petites, avec moins de 1000 couples de manchots reproducteurs chacune. Certaines de ces colonies sont proches d'autres zones de manchots, comme celle qui n'est pas loin d'une ancienne station de recherche qui n'a jamais signalé de manchots à proximité.
L'une des nouvelles colonies a été découverte près d'un endroit appelé la barrière de glace Lazarev, où il y avait jadis une grande colonie de manchots. On pensait que cette colonie avait disparu en 2019, mais il semble que les manchots se soient simplement déplacés un peu à cause des conditions changeantes de la glace de mer. Si nous ajoutons les manchots nouvellement découverts à la population totale de cette espèce, cela ne change pas beaucoup la situation. Mais cela peut aider les scientifiques à voir comment les manchots empereurs s'adaptent aux conditions changeantes.